Next.js est sorti en version 14 et avec cette sortie 14 sont venus pas mal d'interrogations, certains pas franchement honnêtes, d'autres de bonne foi. Bon, notamment celle de bonne foi, c'est quand on voit une nouvelle version majeure, on a tendance à se dire ça y est, il y a plein de choses qui ont changé, il va falloir s'y remettre. Or, la version 13 avait apporté beaucoup de changements, notamment si vous voyez là, le répertoire app, d'énormes changements, alors qu'en fait dans la version 14 il n'y aura pas de changement sur les API que vous connaissez. En fait ils changent de version tout simplement pour coller avec les versions de Node, les nouvelles versions de Node qui sortent. Alors ça ne veut pas dire que Node est en version 14, Node est en version 20, je ne sais plus combien, enfin on est dans la vingtaine, mais c'est juste que chaque fois qu'il y a une version majeure de Node, il y a une version majeure de Next.js. Un deuxième point, c'est là où je trouve qu'on est aux limites, on n'est plus franchement dans la critique honnête. Vous avez vu ce post, il a eu en une semaine plus de 3,6 millions de vues. Et ça vous montre en fait une des nouveautés de Next.14, c'est le fait que vous avez des serveurs actions. Et donc ça donne l'impression, pour ceux qui ne connaissent pas bien Next ou bien simplement React et les serveurs components, ça donne l'impression, comme c'est du JSX ici là qui est retourné, qu'on est sur du front-end, que c'est du développement front. Et donc ça donne l'impression qu'on aurait une requête SQL qui serait faite côté front. Or, le simple fait qu'il y ait ce serveur, ça marque bien que c'est pas du tout du code, c'est pas du code qui peut arriver jusqu'à un client, ça c'est du code qui est utilisé que côté serveur, donc il n'y a pas ce risque-là. Mais là, ça a entraîné une autre critique, c'est de se dire, ça y est, on est revenu dans les pires jours de PHP ou du début de PHP, où on parsemait son code PHP de plein de requêtes en fait vers une base de données, donc après à maintenir c'était infernal parce que il fallait ouvrir plein de fichiers pour retrouver toutes vos requêtes SQL. Alors là, c'est vraiment une autre époque. Il y a eu ensuite une couche d'accès aux données, la DAL, Data Access Layer, qui permettait de regrouper toutes ces interactions avec ces bases de données, et c'était quand même mieux. Comme ça, vous pouviez d'un coup d'œil à un seul endroit savoir vérifier toutes vos requêtes SQL, par exemple, vérifier qu'il n'y avait pas de problème, de risque d'injection SQL, par exemple. Et là, c'est la troisième critique qui était faite, c'est de se dire, vous avez vu là, risque d'injection SQL. Imaginons, au lieu d'insérer dans les bookmarks ce qui est passé ici en props, donc la valeur de slug. Et donc ça y est, ça donne l'impression qu'on pourrait faire une injection SQL. Et pour ceux qui ont plus trop les attaques par injection SQL en tête, le principe était simple et ingénieux. C'est qu'imaginons que vous vouliez récupérer depuis cette table cust table qui doit être la table de customers, vous voulez récupérer tout depuis la table de customers où le user ID est égal à un certain user. Et vous savez que pour faire une injection SQL, il suffisait ensuite, au lieu de passer un utilisateur, de faire une requête, par exemple depuis Postman ou autre, ça n'existait pas à l'époque, mais enfin il y avait des outils équivalents. Vous pouviez directement taper dans un champ d'un formulaire une parenthèse fermante et rajouter ça par exemple. Rien que ça, en tapant la parenthèse fermante et en mettant ou 1 égale 1, c'est-à-dire qui est toujours vrai, puisqu'un est égal à 1. N'oubliez pas qu'en SQL, c'est pas une affectation, c'est comme du double égal ou triple égal. Vous dites en gros, vous refermez ça en passant juste ça dans un champ texte qui attend le nom d'un user. Vous pouviez refermer le champ, ce guillemet simple, pour dire que vous cherchez un user ou égal chaîne vide, ou bien que 1 est égal à 1. Et à partir de là, vous récupériez toute la table de cast table, dont notamment peut-être le premier utilisateur, qui aurait pu être en toute logique l'administrateur, l'un des premiers créés. Et sinon, pire encore, vous pouviez très bien, après le commentaire, il y a certainement quelqu'un qui l'a fait ici, de vous faire un petit drop table. Et voilà. Vous n'avez même pas besoin de commentaire, c'est que vous mettiez, vous refermiez le guillemet, et vous passiez ensuite un point virgule et une commande pour supprimer une table. Drop table, après évidemment il fallait deviner le nom de la table. Mais bon, à ce moment-là, vous en essayez plusieurs, users, customers, etc. Là où en fait la chose n'est pas vraie, c'est qu'il y a de fortes chances que les choses soient échappées, et donc même si quelqu'un essaie de rentrer une commande comme celle qu'on vient de voir, elle serait échappée, c'est-à-dire que vous essayeriez d'insérer dans Bookmarks une requête qui ne serait pas exécutée, mais qui serait prise comme la string correspondant à cette requête. Donc voilà, il y a eu toute cette agitation autour de cette unique slide qui, quand je vous dis, qui en est déjà une semaine après à 3,6 millions de vues. Donc la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que ce soit une version majeure, la 14 suite à la 13, en fait les API ne changent pas, donc ce que vous avez appris à l'occasion du passage, qui lui était par contre assez intense, passer de Next 12 à 13, vos connaissances en Next 13 vous suffisent à être opérationnel en Next 14. À ce propos, je vous remettrai un coupon de réduction pour cette formation, donc du coup qui reste pleinement d'actualité pour Next 13.
Et au passage, si vous préférez utiliser autre chose comme backend, je suis en train de mettre à jour plusieurs fois par semaine cette formation React 18. React Router 6, qui a des route actions qui font beaucoup penser à Next 13. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi le React Router, en fait, dans sa version 6, ressemble de plus en plus à ce qui se fait côté Next. On sent qu'il y a un désir côté Next de coupler toujours davantage Next et React. Ce qui m'a d'ailleurs valu de lire une critique que j'ai trouvé tout à fait valide, alors en revanche, c'est de dire c'est dommage que React et Next soient de plus en plus couplés. C'est comme si, quand on crée des single page applications, on nous obligeait à utiliser Node, par exemple. Alors que vous pouvez très bien utiliser PHP, Java, ce que vous voulez. Et bon, c'est clair qu'il y a un mouvement qui pousse de plus en plus React et Next à être utilisés conjointement, mais en fait, rien ne vous y oblige, même si on sent un peu ce genre de pression. L'équivalent de Webpack, mais écrit en Rust, TurboPack, qui vous permet maintenant d'avoir un démarrage de votre serveur de dev beaucoup plus rapide. Et aussi, quand vous tapez du code et que vous voulez voir le résultat immédiatement, c'est également beaucoup plus rapide. Sauf que TurboPack n'est pas encore totalement au point. Ils le disent eux-mêmes. Je crois qu'il y a plus de 90% des tests qui passent. Vous devez toujours taper -turbo ou -turbopack. Je me souviens jamais. Je crois que c'est -turbo seulement pour l'utiliser. Autre chose aussi, c'est ces fameux server actions qui maintenant sont stables. Et là, c'est un nouvel acronyme auquel il faudra s'habituer. Alors, est-ce que ce sera PP juste ou PPR? Ce sera du Partial Pre-Rendering. Là, on va en preview. Donc, c'est quelque chose qui essaye de marier le meilleur des deux mondes entre Static Site Generation, où vous générez statiquement une page, et qu'ensuite, vous pourrez streamer le contenu dynamique vraiment propre qui change sur cette page. Alors, la logique étant que il faudra en même temps avoir un CDN, c'est-à-dire que vous allez générer une page statiquement, et qui après sera accessible via un CDN. Donc ça, je pense que ce sera utilisable à partir de Next 15. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et également, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous avez une ressource gratuite pour apprendre Next. Alors de nouveau, vous n'êtes pas du tout obligé d'écrire du SQL dans vos composants React. C'est une possibilité supplémentaire qui est donnée, et il y a de fortes chances que vous continuiez, si c'est déjà votre pratique actuelle, à bien regrouper toutes vos interactions vers la base de données dans un endroit unique, un genre de data access layer, et à ce moment-là d'avoir tout centralisé et de pouvoir facilement mettre à jour ou contrôler qu'il n'y ait pas de faille de sécurité dans vos requêtes. C'est une option de plus, et de nouveau, cette slide, c'était pas une recommandation de faire ces choses-là en production, c'est juste vous montrer comment marchaient les server actions en fait dans cette version de Next. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la direction qu'on continue finalement à prendre React et Next.js avec ses server components et ses client components? Est-ce que vous êtes plutôt Next ou plutôt sur d'autres choses comme Strapi en backend ou Firebase, ou est-ce que vous êtes bien clair sur la façon dont les choses se passent entre client et serveur, que ce soit des histoires de DTO, Data Transfer Object, ou DAO, ou entre différents types de façons d'interagir entre clients, entre front et back, ou est-ce que vous considérez davantage un utilisateur d'un framework front qui consomme des API et qui n'est pas trop intéressé plus que ça sur ce qui se passe dans le monde des méta-frameworks? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.